on ne va pas uniquement disserter sur Petite Poucette. On a, dans ce dispositif, dans ce festival, on a eu l'idée d'associer les petits poucets d'hier et d'aujourd'hui à nos réflexions et à nos questions. Et donc, ils sont en train de s'installer. Pour ouvrir cette discussion, je suis donc très heureux d'accueillir Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste. Vous êtes, chère Cynthia, professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Et je crois qu'on peut dire que vous êtes imposée depuis quelques années, au-delà même du champ philosophique ou intellectuel, vous êtes imposée comme, je dirais, une vigie, une sorte de sentinelle de la vie psychique et démocratique de nous tous. Loin de toute posture de survol, inscrite dans la cité, nourrie de pensées critiques, défenseuse de l'état de droit et de l'idée du sujet, ce qui était devenu rare en philosophie, vous avez pris en charge les troubles qui nous assaillent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour scruter, je dirais, l'ambivalence de la révolution dont le personnage de Petite Poucette est le vecteur, nous avons pensé qu'il était tout à fait naturel de vous associer, de vous proposer d'être, je dirais, la présidente d'honneur en compagnie de Maurizio Ferraris, le philosophe italien qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là, mais qui est malheureusement qui a été atteint il y a 2 jours du Covid et qui s'excuse, qui ne pourra pas être là ce soir. Il n'était même pas en état d'être avec nous à distance tellement il était abattu. Voilà, mais donc Cynthia va prendre en charge la présidence sur ses seules épaules, mais elle fera ça très bien. Grâce, je vous dirais, je disais, vous avez pris en charge les troubles, les pathologies psychiques et politiques qui sont les nôtres, mais je crois que ça tient aussi pas uniquement au fait que vous êtes philosophe, mais au fait que vous avez une pratique de la psychanalyse, mais aussi à votre insertion dans des institutions de soins. Vous êtes d'ailleurs la première philosophe à avoir créé une chaire de philosophie dans un hôpital, l'hôpital Dieu. Et je dirais, d'ailleurs, l'hôpital qui est une des institutions qui vous tient à cœur, précisément, dont on a retrouvé, peut-être redécouvert toute l'importance à l'occasion de la crise du Covid. Et grâce à cette insertion dans des institutions de soins, vous êtes ménagé, je dirais, un accès aux troubles qui sont les nôtres. Tel un guetteur qui voit venir de loin les tempêtes, vous avez diagnostiqué les pathologies les plus saillantes du monde contemporain, qu'il s'agisse du découragement, avec la fin du courage, de la montée en puissance du ressentiment, ou aujourd'hui, avec, dans votre dernier livre, le développement du sentiment d'indignité. Et donc nous allons essayer ensemble, je dirais, d'associer à la fois votre souci, votre regard sur les pathologies contemporaines, avec l'horizon dessiné, comme l'a dit Monsieur le maire, un horizon assez positif et optimiste de Michel Serres il y a 12 ans sur la révolution numérique. Et l'idée, c'est de tisser ensemble cette grande inspiration que nous donne Michel Serres avec votre vigilance pour essayer de creuser, de dresser un peu un diagnostic et aussi d'apporter peut-être des remèdes à toutes ces questions soulevées par la révolution numérique et l'intelligence artificielle. Qui est Petite Poucette? Qu'est-elle devenue? Le mieux est peut-être de demander d'abord directement, comme ce sera fait dans toutes les interventions, ou la plupart auxquelles vous allez assister, nous allons d'abord demander aux premiers intéressés. J'ai nommé Héloïse Courbet, Sarah Moret, Romane Tacconi, Safiane El-Khoury, Rémi Korzek, Salamé Alvaro, des élèves de terminale de Agen, qui, avec leurs professeurs, Marion Blanchet et Nolwenn Pétoin, ont réfléchi, ont lu Michel Serres depuis le début de l'année, ont lu aussi Cynthia Fleury, ont lu les intervenants, et je leur propose d'abord en ouverture de nos réflexions, pour qu'ils soient partie prenante, d'abord qu'ils nous fassent part de leurs propres expériences et réflexions, et puis nous aurons un entretien avec Cynthia Fleury, et ils auront des questions éventuellement aussi à poser au terme de notre entretien avec Cynthia, à Cynthia, et vous aurez au final, soyez rassurés, la possibilité à votre tour de poser vos questions. À vous, petits poucets et petites poussettes, grands poucets et grandes poussettes, livrez-nous un petit peu vos propres réflexions. Bonjour, donc je suis Romane et j'ai 17 ans. Donc avec mes camarades, nous sommes au lycée de Bernard Palissy, en classe de terminale HLP, donc philosophie. Et depuis le début de l'année, donc nous étudions Petite Poucette avec notre professeur de philosophie. Et la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on s'est reconnu en fait dans Petite Poucette? Et donc on a échangé pour trouver plusieurs idées et donc vous livrez notre réflexion. Donc
on a apprécié le fait que Michel Serres il fasse un constat assez positif, un constat assez positif, et non qu'il regrette le passé et les générations passées, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine différence générationnelle. D'abord, nous n'avons pas le même rapport à l'intimité, par exemple à l'éducation, ou encore au regard des autres, que les générations passées, qui n'ont pas grandi avec Internet en fait, mais toutes ces dimensions de notre vie, et même peut-être notre identité, ont été modifiées par l'apport de ces nouvelles technologies. Et donc ce qu'on a apprécié en fait dans ce livre, c'est vraiment qu'il délivre en fait un point de vue positif sur ce nouvel apport. On peut également se réjouir de la démocratisation du savoir sur le web. En effet, le savoir n'est plus détenu dans les mains d'un professeur entre deux murs dans une classe d'un lycée ou d'une université, mais il est plus large, plus diversifié et on peut le partager d'une manière plus horizontale. Mais du coup, cependant, il y a une difficulté à s'orienter dans la masse d'informations qui est apparue sur Internet. Ces informations qui ne sont pas hiérarchisées, du coup, et qui, de plus, peuvent être perçues comme des fake news, du coup, avec... Ah, on m'entend aussi. Pardon. Du coup, vérifier les savoirs si jamais ils sont fondés ou faux. Il faut aussi peut-être remettre en question le fait que Michel Serres a omis l'importance qui est encore présente d'un passeur, d'un professeur principal, pour nous donner peut-être un réel enseignement. Et du coup aussi savoir que Petite Poucette n'est peut-être pas aussi autonome que Michel Serres veut bien le croire, mais aussi que la Petite Poucette s'illusionne peut-être aussi de son autonomie au vu d'Internet. Plus généralement, l'optimisme de Michel Serres nous a semblé intéressant pour imaginer un avenir positif et espérer, mais nous nous demandons si cet optimisme ne va pas trop loin et s'il manque de réalisme quant aux risques auxquels nous sommes exposés dû à l'omniprésence des téléphones, des écrans ou des réseaux sociaux. Et donc, grâce à toutes les idées qu'on a récoltées en débattant sur la question, on a réussi à récolter assez de questions que nous exposerons à la fin de la conférence. Merci beaucoup de cette lecture interrogeante. Merci, oui. Alors Cynthia, je ne sais pas moi, j'ai plusieurs mots: démocratisation, désorientation, importance des médiations, les limites de l'autonomie. Il y a déjà un diagnostic à la fois partagé et assez enthousiaste, mais aussi sur les limites, les ambivalences de cette révolution. Oui, c'était merci pour votre introduction. Et c'est, je crois que c'est très juste. Je pensais que on pense génération. Je pensais que cette génération était peut-être plus encline, malgré tout, à partager l'enthousiasme de Michel Serres en son temps, mais je vois que déjà, vous avez vu effectivement toute l'ambivalence et les limites de l'outil. Ils ont quand même dit qu'ils avaient le sentiment d'avoir un des leurs avec eux par rapport à tous ceux qui disent « vous êtes aliénés », etc. Oui. Comme si Michel Serres était un compagnon de route. Mais je pense que, de toute façon, Michel Serres était un compagnon de route de tous ceux qui défendent les humanités numériques, au sens vaste du terme, la science, la philosophie, l'esprit critique, enfin chacun se remémore son visage, au sens lévinassien même du terme, c'est-à-dire qu'il était l'incarnation in vivo vraiment de quelqu'un, d'un savoir encyclopédique, d'une envie de savoir, d'un désir de savoir et d'un désir de transmettre. Donc pour le coup, je pense que c'est une figure juvénile structurellement,
et juvénile, ou comme Hannah Arendt aurait pu dire, natale, c'est-à-dire qu'elle nous emmène, elle nous fait commencer quelque chose, elle nous fait découvrir. Donc c'est une figure de toute façon. Je pense que chacun se sent compagnon de route d'une si belle intelligence, avec cette générosité qui le caractérisait. Et par ailleurs, un humaniste au sens où la science, la technique partagent avec la conscience une forme d'humanité, et c'est ce qui a été dit à un moment donné par l'IA, c'est-à-dire que tout ça est fabriqué par l'homme. Donc malgré tout, voilà, il faut l'IA est une chose d'abord merveilleuse au sens de grands moments de technicité, de fabrique de l'humain, etc., etc. Après, en revanche, c'est comme souvent, et je ne veux pas basculer dans le fait de dire que la technique est neutre, parce que je ne pense pas précisément que la technique soit neutre. Et d'ailleurs, je me souviens d'une grande conférence à Asilomar. Asilomar réunit chaque année, je crois chaque année, les grands spécialistes, informaticiens du monde entier, les cognitivistes, les neurosciences, enfin tous ceux qui travaillent sur ces questions, les spécialistes de tel ou tel algorithme, etc. Et à l'époque, ils avaient créé une sorte de charte possible de l'IA, et leur premier article était précisément de dire que l'IA demain ne devait pas être undirected, donc elle devait être orientée et elle devait être beneficial pour l'humain. Donc il fallait sortir de ce doux rêve de croire qu'il y a une neutralité de la technique. La technique, elle est fabriquée par les hommes, elle est fabriquée par tous les biais qui sont constitutifs de nous et d'autres manières de faire. Et donc sans cesse, il faut au contraire tenter au mieux collégialement, avec toute une chaîne algorithmique responsable, de concevoir, de designer le plus éthiquement possible, avec le plus de critique possible, un outil. Et puis régulièrement de l'évaluer, de le changer, de le métamorphoser, etc. Et c'est ce qu'on a défendu avec certains sur ce qu'on a appelé la garantie humaine de l'IA. Mais vous, Cynthia Fleury, est-ce que vous vous dites « je suis une petite poussette » ? Alors, quand je vois les petits poussets, de fait, non, puisqu'il suffit, je crois... Ceux d'aujourd'hui, vous voulez dire ? Oui, oui. Vous l'avez été ? Non. Non, je n'ai techniquement pas le sentiment parlant, d'avoir été emporté dans la vague et que tout ce qu'il dit sur... j'ai bu la tasse, on va dire. Donc non, je pense que fondamentalement, les petits poussets sont ceux qui nagent, surfent sur cette vague. Et moi, j'ai pris l'eau, donc non, de facto, je ne le suis pas. C'est un outil qui m'a sincèrement... Alors, est-ce que tous les outils, est-ce que c'est le fait même, si vous voulez, de cette technicité, de ne jamais produire une synchronicité possible avec elle-même, parce que la technicité est tellement rapide, elle est tellement une accélération que vous êtes très 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 vite mis sur le côté. Donc peut-être que c'est le fait structurel de toute technicité de ne pas avoir précisément des compagnons de route. Mais malgré tout, on voit bien que certains sont un petit peu plus dans le bateau que d'autres. Et non, moi je me sens pas petite poussette. J'ai un réflexe premier encore de travailler avec la main, mais la main avec tous les doigts et pas spécifiquement le pouce, si je veux jouer la métaphore. Et puis je suis un enfant plutôt de la lecture, le non-écran. Je suis d'abord un enfant de ça. Cela dit, quand je vous voyais pianoter tout à l'heure sur votre téléphone... Alors, on avait dit qu'on ne disait pas ce qui se passait. Bon.
Ok, il fallait pas. Vous tenez pas le... Alors, Petite Poussette, elle n'a pas seulement un corps avec des doigts. Et, Michel Serres disait, elle n'a vu ni veau, ni vache, ni cochon, ni couvé. Elle habite un monde plein de 7 milliards d'habitants. Elle a doublé son espérance de vie par rapport à ses grands-parents. Elle ne fait pas l'expérience de la guerre, ou du moins qu'à l'extérieur. Elle n'a plus le même rapport au corps, à la naissance, à la mort. Mais il ajoutait surtout quelque chose qui, à mon avis, nous intéresse à plus d'un titre, qu'elle n'est pas seulement un corps ou un corps captif des écrans, qu'elle est aussi un nouveau sujet. Alors, quel est ce nouveau sujet, pas uniquement du point de vue de Michel Serres, mais de votre point de vue, le sujet attentionnel du monde numérique? C'est qui? Ça, c'est une question qui est une question donc compliquée, puisque on voit très bien qu'aujourd'hui, nos régimes d'attention, et vraiment pour l'ensemble du système, pas simplement les plus jeunes d'entre nous, mais nos régimes d'attention, ils sont extrêmement modifiés. Et ça renvoie pas simplement à l'outil Internet, qui est une sorte d'outil méta de tout le système de la modernité, dans le sens où c'est un outil d'hyperconvergence, d'autoréférentialité forte, c'est un outil panoptique, etc. Mais par ailleurs, on est dans un monde dû notamment effectivement au monde numérique, dans une forme d'accélération forte, et qui fait que, oui, nos régimes d'attention, de concentration, nos régimes d'expérience, comment nous arrivons à faire expérience, comment beaucoup d'entre nous ont besoin de doubler l'expérience par une médiation numérique ou une médiation technique pour véritablement ressentir cette expérience, parce que sur le moment, simplement, l'expérience dite présentielle, ce mot extraordinaire, ne suffit pas. Et de la partager, du coup. Et donc de la partager, et même dans un premier temps, avant même le partage, peut-être même de l'acter, parce qu'on est rentré dans un monde où l'archivage n'est pas simplement une puissance d'archivage et de rapport au passé. On voit bien que l'archivage est un rapport capitalistique. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on archive tous aussi pour se positionner socialement, statutairement, et pas simplement pour dire tiens, nous avons une mémoire, nous gardons en mémoire. Le rôle de l'archive s'est déplacé, si vous voulez. Donc tout ça fait que nos manières de faire expérience, nos manières de qu'est-ce que c'est qu'une concentration, comment on utilise, c'est très intéressant quand on discute avec les jeunes gens qui vous expliquent que précisément ils utilisent X et X onglets pour précisément maintenir leur concentration à tel endroit, précisément en se défocalisant sur X endroits, mais tout ça pour se maintenir quand même dans le droit chemin. Enfin, bon, ça s'appelle une arnaque, bien évidemment. On leur dit d'ailleurs, puisque je parle bien évidemment à partir d'une expérience personnelle avec un jeune adolescent, mais malgré tout, non. Je vois bien que ce n'est pas que une arnaque, que c'est une manière d'avoir aujourd'hui, voilà, une attention extrêmement éparpillée, alors qui produit des choses très intéressantes, et comme les neurologues nous l'enseignent, et puis aussi les enseignants du secondaire, qui produit des choses aussi plus superficielles, plus problématiques, etc., etc. Et c'était d'ailleurs une des thèses de notre cher Michel Serres, qui était de dire, voilà, c'est-à-dire qu'on a uploadé, entre guillemets, c'est-à-dire on a mis comme ça sur des serveurs externes un certain type d'habilité, que normalement avec lesquels on était, voilà, on apprenait par cœur, comme si chacun d'entre nous, nous avions notre serveur connecté à nous, et puis d'une certaine manière, cet outil a fait que, clouc, on peut déposer ici ou là du savoir, on ira le chercher quand on en a besoin, et puis sous-entendu, ça viendra soi-disant libérer une activité créatrice, etc. Et chacun sait que, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que le cerveau, en fait, ne dissocie pas la création de l'activité de la mémoire, de l'activité de la connectivité et du raisonnement, et qu'en fait, derrière une compétence, il y a
X facultés et qu'à partir du moment où vous croyez uploader une compétence, ben c'est entre guillemets fondamentalement un désapprentissage que vous mettez en place. Donc il faut faire attention. Parce qu'il suffit de regarder que voilà, bah quand on se désinvestit d'un rapport un peu charnel, et j'emploie ce mot à escient, c'est-à-dire de dire l'implication du corps, l'implication du temps passé sur quelque chose, l'implication de la main, etc. Tous les comédiens vous expliqueront qu'on se souvient des choses quand on les éprouve, quand on les intègre, et que par exemple, si on veut apprendre une grande tirade, bah, il vaut mieux marcher, il vaut mieux sentir quelque chose, parce que tout d'un coup, bah, la mémoire, elle attrape quantité d'éléments sensoriels pour se maintenir, justement. Bah, c'est la même chose avec le savoir. Et donc le savoir, plus vous le désubstantialisez justement de la vie, plus vous l'uploadez en disant bah, « tiens, je vais le récupérer quand j'en ai besoin », ben en fait, moins le savoir, il vient vous imprégner et faire tissu avec vous. Et donc, à partir du moment où vous faites moins tissu, vous tissez moins avec ce savoir, ben vous créez fondamentalement moins, ou en tout cas différemment, etc. Donc, moi, encore une fois, je suis un grand défenseur des techniques, parce que comme tout le monde, bon, il y a un rapport terriblement jubilatoire aussi avec, mais voilà, je pense que plus on a de la technique et plus ça nous oblige de maintenir très vivaces les humanités. Mais justement, sur cette idée très forte qui était celle de Michel Serres, de l'externalisation de nos savoirs, de notre mémoire, d'une partie de nos compétences, dont il lui disait ce sont les compétences mécaniques qu'on externalise, et du coup il nous reste la capacité d'inventer. On laisse les machines calculer, on laisse les machines se souvenir éventuellement pour nous, mais on a une mémoire vive, mais on a une possibilité d'inventer. Donc j'ai bien compris que vous dites, si on se débarrasse, quand on se débarrasse, on perd peut-être aussi les compétences actives qui vont avec. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dialectique encore plus sournoise dont les exemples que David a fournis en introduction sont éloquents? C'est-à-dire que il y aurait eu un premier temps d'externalisation, et aujourd'hui avec l'IA, c'est comme si ces machines externalisées nous revenaient en nous-mêmes, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, et que donc l'idée d'une sorte de séparation, qui était un peu le modèle avec lequel travaillait Michel Serres, le Saint-Denis qui a sa tête, son ordinateur en réalité sous le bras, non, on n'en est plus même à l'âge de l'externalisation, mais on en est à quelque chose qui nous revient et qui se confond, et donc cette confusion de la machine et l'esprit, est-ce que c'est pas ça le plus troublant entre la machine et le travail aussi? Enfin, c'est une confusion plutôt qu'une externalisation. Oui, alors je suis assez d'accord avec vous. C'est dans un premier temps une externalisation, et dans un deuxième temps, mais modifiée, ça revient vers nous parce que nous sommes extrêmement poreux. Vous avez un auteur qui travaille bien ces questions-là, qui s'appelle Éric Sadin, et qui avait travaillé sur la vie algorithmique, et qui avait créé cette formule que je trouvais assez juste du corps interface. En disant, voilà, le corps interface, dorénavant, bah oui, il était beaucoup plus poreux, hein, il y avait pas, ce qui a toujours été le cas du corps, hein. Le corps, c'est une enveloppe qui est traversée par quantité de choses, et qui est donc traversée nécessairement aussi par les outils techniques. Surtout qu'aujourd'hui, si vous voulez interroger quelle est la première population mondiale, c'est celle des objets connectés, puisque nous sommes à 80 milliards d'objets connectés. Donc la messe est dite, si vous voulez, puisque tous nos objets sont connectés, produisent de plus en plus de relationnel, de l'interactionnisme, qui bien évidemment vient aussi nous impacter. Je raconte souvent cette blague, mais c'est une anecdote, mais pour vous montrer le côté en analyse, de plus en plus aujourd'hui, les patients arrivent avec leur téléphone, de fait.
Bon, tout le monde a un téléphone. Alors, passer la blague de est-ce que je peux brancher mon téléphone pour que les batteries se rechargent, indépendamment du sujet. Donc, comme ça, tout le monde peut se recharger. Donc, très bien. J'ai l'impression d'avoir les... Puis quand les uns et les autres oublient, donc après, j'ai une ribambelle d'iPhone, comme si j'avais sur le divan, chargeur, iPhone, machin, tout le monde est allongé. Donc, comme ça, sur le côté. Bon, mais blague à part... Les machines qui sont sur le divan, en fait. C'est les machines qui sont sur le divan. Et donc, blague à part, très souvent... Et au début, ça m'avait un peu choqué, maintenant ça me fait rire et puis on me fait différemment. Mais très souvent, on entend « Je n'ai pas compris votre question ». Sur ce ton-là ? Exactement, sur ce ton-là. C'est-à-dire qu'on est en train... L'analysant est en train de verbaliser et le truc se réveille et dit « Je n'ai pas compris » ou « Vous avez appelé et j'appelle ». Puisqu'il parle de je ne sais pas qui, il dit donc j'appelle donc Sophie. Non, on n'appelle pas Sophie. Là, on est en analyse et on aimerait être tranquille. Et donc, mais je vous jure que c'est vrai. Et ça arrive continuellement. Alors, avec ce système qui est de nous rappeler la vérité de l'outil qui n'est pas extérieur, et sous-entendu, il vient à nous, mais ça veut dire que ce qui est là, dorénavant aussi est récupéré et peut être uploadé. C'est toute la question de la puce, de la traçabilité, de la question de la vie privée, c'est la question de l'intimité, c'est toutes ces questions-là qui sont quand même complexes. Et puis bien évidemment avec des patients qui vont produire ou pas un système de défense en disant bon, dorénavant je laisse le téléphone dehors ou que sais-je, etc., etc. Bon. Tout ça pour dire que, oui, le lien que nous avons avec ces outils est un lien qui n'est absolument pas que sujet-objet au sens de quelque chose d'irréductible. Ça n'a jamais... Le problème, c'est que, si vous voulez, ça n'a jamais été le cas. Hein, le sujet et l'objet ont un jeu interactionnel bien plus déterminant que ce qu'une vision binaire peut poser. Mais il n'empêche que d'autant plus avec des objets qui sont eux-mêmes reliés avec des autres objets et qui eux-mêmes sont reliés avec des IA génératives, etc., etc., etc. Et donc, c'est un univers extraordinaire de stimuli perpétuels, ce qui nous épuise aussi. Et en même temps, je pense que chacun peut le remarquer, c'est-à-dire que nous sommes sans cesse stimulés, et en même temps nous sommes fatigués, épuisés. Nous avons une capacité plus faible à interagir avec un vrai autre, parce qu'on se déshabitue à interagir avec, je dirais, le caractère rugueux aussi de l'altérité. L'altérité, c'est très sympathique, mais c'est l'altérité. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'a pas exactement mon biorhythme. Et plus je me déshabitue, plus tout d'un coup, parler avec quelqu'un, attendre qu'il réponde, discuter avec lui, être confronté, voilà, on perd petit à petit. Alors, ce n'est pas du tout irréversible, mais moi, je le vois comme tout le monde, avec de plus en plus de jeunes gens, pour le coup, qui, si vous voulez, qui peuvent vous envoyer 18 mails plutôt que de venir vous parler en direct. Et parce que l'interactionnisme, c'est plus simple. Quand ils envoient des mails. Hein ? Quand ils envoient des mails. Quand ils envoient des mails, vous avez raison. Mais, et pas des vidéos ou des voilà, vocaux. Mais tout ça pour dire que, bon, c'est comme ça. Donc, donc quel est notre enjeu ? Notre enjeu, c'est, je dirais, d'essayer d'humaniser toujours nos outils, parce que derrière les outils, malgré tout, on sait bien que les outils, la norme qui design ces outils, c'est une norme souvent assez exigeante, sous couvert de soi-disant d'inclusivité. En fait, c'est une norme qui est très peu compatible avec les vulnérabilités qui sont les nôtres. Et voilà. Et dès que vous rentrez pas exactement dans la catégorie qui a permis de designer l'outil, vous vous sentez très très vite exclu et dans l'obligation de vous adapter au langage de l'outil plutôt que l'inverse. Et donc, voilà.
on a ce grand rêve d'inclusivité, on a ce grand rêve de partage et d'encyclopédie du savoir, et la vérité, c'est que c'est un outil qui n'est pas si inclusif que ça, qui n'est pas si designé par le point de vue du plus vulnérable. Et puis par ailleurs, l'encyclopédie du savoir, le grand rêve de l'encyclopédie du savoir, aujourd'hui j'avais lu ça, mais vous êtes à 95% d'un usage très branché sur la question du divertissement, la question du pornographique, etc., etc. Donc on a encore un usage très peu encyclopédique de l'Internet. La question de l'éducation était au cœur des réflexions de Michel Serres, et en particulier dans Petite Poussette, il avait cette attention à la manière, quasiment à la matérialité de la salle de classe, et il avait observé cette idée que à partir du moment où il y a l'accès à Wikipédia, l'accès aux écrans, il y a un phénomène qui s'opère dans la classe, mais disait-il dans tous les espaces pédagogiques, politiques, médicaux, judiciaires, c'est que ceux qui étaient censés ne pas savoir se sont mis à avoir la présomption de connaissance. Alors, il était très optimiste là-dessus, mais ce que je retiens, on reviendra d'ailleurs, on va vous entendre dans un instant, mais ce que je retiens aussi dans ce qui a été dit, c'est le souci qui était exprimé par nos grands Pousset de maintenir des médiations dans la classe, c'est-à-dire que oui, c'est bien Internet, oui, on a un contact, oui, on a accès, mais on a encore besoin, et on en est conscient, de médiateurs. Merci. Merci de nous laisser encore la possibilité d'être dans la classe. Non, mais c'est vrai que ça a été, je pense, pour tous les enseignants, un premier temps d'adaptation, encore une fois sur ces régimes d'attention d'abord, parce que c'est, bon, bah, on le sait, hein, c'est toute une autre façon de faire cours, ne serait-ce qu'avec des élèves qui disparaissent derrière des écrans. Et c'est vrai chez les petits et c'est vrai chez les étudiants, hein, c'est pareil, on voit très bien que... Mais bon, c'est comme ça, si vous voulez, avant, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Je veux dire, la concentration des uns et des autres, chacun était dans sa tête. Alors aujourd'hui, c'est juste plus explicite, puisque effectivement, vous pouvez passer, et aujourd'hui, en plus, avec ces systèmes où vous pouvez diviser par 4 et avoir 180 onglets, bah, vous pouvez être multitasking. Bon, ben, c'est comme ça. Donc, vous êtes beaucoup plus challengé, mais vous êtes challengé. Vous êtes, hélas, peu challengé sur le raisonnement. Vous êtes challengé éventuellement sur une date, sur une donnée spécifique. Alors, vous pouvez avoir une classe plus interactive en disant, ben voilà, ah tiens, cette référence, je ne l'ai plus, allez la chercher, etc. Moi, je trouve que ça ne change pas fondamentalement grand-chose dans la manière d'enseigner. Mais encore une fois, j'arrive tardivement dans le circuit, si vous voulez, puisque en gros, je les ai en master et au moment du doctorat. Et sincèrement, je pense que à ce moment-là, il y a comme une espèce de reconfiguration du savoir des uns et des autres et de la volonté de travailler qui n'est pas tout à fait au même endroit que dans les classes qui sont les classes précédentes. Donc, c'est évident qu'il faut des médiateurs, c'est évident que la position de l'enseignant change, c'est évident que c'est sans doute plus intéressant d'avoir des classes plus interactives que des grands cours magistraux. Voilà, une fois qu'on a posé ça, malgré tout, on voit bien, si vous voulez, que que produire un raisonnement argumenté avec une rhétorique, etc., bah, ça demande justement de ne pas uploader ni sa mémoire, ni son savoir, et ça demande de s'entraîner. Et s'entraîner, donc d'y mettre tout son corps, tout son temps, de prendre le temps, si vous voulez, le temps de chercher quelque chose, de buter sur un obstacle, de traverser cet obstacle, etc., etc. C'est toujours la question, si vous voulez, du temps et de la sublimation possible, de voir la chose se transformer. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, un savoir
s'incorporent. Donc les savoirs, ils ont besoin de s'incorporer pour tout simplement nous aider à fabriquer notre vie. Sinon, les savoirs, c'est comme des habits, si vous voulez. Alors, je ne vais pas rentrer, je ne veux pas me bagarrer, c'est pas comment dire, une attaque contre la mode du tout. Mais je veux dire par là que voilà, nous avons besoin, encore une fois, d'incorporer les savoirs pour que ces savoirs nous permettent de transformer notre vie. Donc, à partir du moment où l'outil vient nous aider à incorporer ces savoirs, eh ben, l'outil est tout à fait précieux. À partir du moment où l'outil hélas, nous sépare encore plus, parce que nous sommes aussi des corps, ça devient un petit peu plus dangereux, et en fait, on devient plus passif dans cet apprentissage. Alors, David a diffusé un essai sur ChatGPT, et il y a une inquiétude très vive qui était, je crois, votre présence très nombreuse autour de ce thème de l'intelligence artificielle en est le signe, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de prise de conscience, je crois, collective, du fait que ces machines, elles vont peut-être nous remplacer. Il y a des fantasmes là-dessus, il y a quand même des choses qui sont un petit peu réelles. L'intelligence artificielle est porteuse d'une inquiétude sur notre caractère irremplaçable. Or, vous avez écrit un très très beau texte sur cette dimension de l'irremplaçabilité des individus, qui pour vous est un besoin quasiment existentiel. Est-ce que l'intelligence artificielle menace notre irremplaçabilité, et en particulier dans le monde professionnel et dans le monde du travail ? Si vous voulez, sur le papier, non. Sur le papier, non, puisque on tend à nous dire que, et à juste titre, que l'IA, fondamentalement, il n'y a pas une IA de tel ou tel métier, si vous voulez. C'est-à-dire que l'IA, et je le dis de façon trop vaste, et on laissera les spécialistes demain venir expliciter les bonnes et donner les bonnes définitions, mais l'IA, elle fait des tâches. Bon, et dans un métier, si on veut être très très caricatural, dans un métier, il y a, je ne sais pas moi, 12 milliards de tâches, et puis il n'y a pas simplement que des tâches, il y a l'holistique, et puis il y a la transformation, il y a la réflexivité des pratiques, il y a quantité de choses. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit, non, l'IA, elle va venir prendre tel ou tel point, aider sur tel ou tel point. Mais la vérité, c'est que le monde du travail, il a été transformé. Et le monde du travail, il a été transformé par ce qu'on appelle la rationalité instrumentale, par précisément l'ultra-division des tâches, et ce qui a rendu malade beaucoup d'entre nous, c'est d'avoir un sentiment de perte de sens, d'avoir un sentiment de standardisation justement des tâches, de trop de process, etc., etc. Et que donc, résultat, comme nous avons aussi transformé considérablement nos métiers, nous les avons rendus plus vulnérables par rapport à une possibilité, si vous voulez, de se faire remplacer sur l'IA, par l'IA. Donc, voilà, je dirais que oui, il y a certainement quantité de métiers et surtout de façons de faire de ces métiers où l'IA peut être beaucoup plus opérationnelle et efficace que nous, et que donc, voilà. Alors, l'intérêt de notre histoire, encore une fois, ça sera par à la fois la réflexivité de nos pratiques, mais aussi par tout simplement les syndicats et toute la vie démocratique qui est derrière le droit du travail, justement de reconfigurer nos métiers pour que voilà, ça libère éventuellement du temps. Moi, si demain l'IA fait l'intégralité d'un compte-rendu de telle ou telle chose, pourquoi pas? Mais vous voyez que dès qu'on rentre sur, par exemple, ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, les revues de littérature, les états de l'art, qui font quand même grandement partie du travail des scientifiques, comme ça, aujourd'hui, on a des outils où, sincèrement, en méta-analyse, l'IA, elle peut aller beaucoup plus vite et produire des revues, des états de l'art tout à fait conséquents, etc. Alors que d'habitude, les chercheurs, c'est une grande partie. Je suis pas, sincèrement, oui, ça peut être très efficace, mais je ne suis pas du tout sûre que la production en temps T, une seconde, de multiples revues de littérature vienne transformer la qualité de la production scientifique par ailleurs. J'en suis pas du tout sûre, puisqu'on voit que la démultiplication des publications scientifiques, pour l'instant,
elle n'a pas été absolument un sésame grandiose pour la qualité de la recherche scientifique, et qu'au contraire, elle est problématique à différents endroits. Donc, voilà, c'est un univers d'ambivalence. On a parlé de tout l'univers de la post-vérité, qui est quand même pas simple. On a parlé des deepfakes, on a parlé de la pollution et de la saturation de l'information. Encore une fois, ce n'est pas l'IA qui est responsable de ça, hein, c'est nous qui, en utilisant cette IA, mais il est clair que de donner aujourd'hui à chacun la possibilité à ce point-là de produire de la fausse information, ben sincèrement, non, c'est un problème. C'est comme si on avait permis aux uns et aux autres de produire de la fausse monnaie. Si vous voulez, aux dernières nouvelles, l'état de droit a empêché ça. Vous et moi, nous ne fabriquons pas tous les jours des faux billets. Voilà. Bon, ben c'est pareil, si vous voulez, on est extraordinairement naïf sur le fait de dire ah ben tiens c'est très très drôle de permettre à chacun de fabriquer de la fausse information, sauf que l'information c'est la sève, vraiment c'est une des grandes sèves de l'état de droit, de la démocratie, et oui on est terriblement naïf et plus que ça, dangereusement naïf de laisser ce type de droit possible. On va venir à la question politique, mais en quoi est-ce que cette question de le sentiment d'irremplaçabilité est fondamentale pour l'individu ? L'individu, en fait, à ce jour, hein, en tout cas, parce que, je vais le dire... le sentiment d'irremplaçabilité, alors c'est pas le sentiment, hein, encore une fois, mégalomaniaque, ou de se dire mon Dieu, je suis indispensable à quiconque, etc. Donc c'est pas ça, mais c'est tout simplement le fait de comprendre que cette singularité, ben, elle est irremplaçable, hein, et on n'est pas standardisable. Voilà, une singularité s'éteint, et c'est vrai que l'individu, en fait, qui est en bonne santé mentale, puisque les psychotiques forts n'ont pas une problématique d'irremplaçabilité. C'est important parce qu'ils sont clivés, hélas, et donc c'est encore un autre souci. Mais tous ceux qui ont encore un rapport sain à eux-mêmes, lorsqu'ils perdent ce sentiment de pouvoir agir et de pouvoir assumer une responsabilité au sens d'être acteur dans le monde, parce que c'est ça l'irremplaçabilité, c'est que je peux agir et faire quelque chose quand même. C'est pas, je ne suis pas simplement comme je suis conscient. Voilà, je peux entrer dans le monde et produire une responsabilité. Quand vous avez ce sentiment-là qui n'est plus là, vous tombez malade. Donc vous devenez dépressif, et si vous ne devenez pas dépressif, vous pouvez renverser la stigmatisation et produire un ressentiment. Donc c'est terrible, ça paraît totalement binaire et caricatural de dire ça, mais c'est hélas une vérité clinique très très basique. Donc ce sentiment à un moment donné de pouvoir faire sujet, voilà, pouvoir faire sujet, c'est-à-dire cette chose-là, comme dit Jean Kelevitch, c'est à moi de la faire, voilà. Elle est protectrice de la santé mentale. Maintenant, demain, l'IA peut être tout à fait, à certains endroits, dans un système de régulation, au service de telle ou telle possibilité de faire sujet. Et c'est le cas, déjà. Voilà. Mais ça peut aussi ne pas être le cas. Et donc, c'est à nous de veiller justement à ce que, malgré tout, il y a marqué « dead battery ». Donc, je pense que c'est explicite. Là, je pense que même moi, j'ai compris que « dead battery », celui-là, il est capoute. Voilà. Et c'est très bien, comme ça sert de conclusion. Enfin, de conclusion temporaire.
Dernière question avant de donner de nouveau la parole à nos petits poussés sur la dimension collective de cette énorme transformation numérique de l'intelligence artificielle. On le voit bien que ça produit quasiment un nouvel espace public. Vous avez parlé d'un espace public pourri, pollué par les fake news, mais c'est quand même beaucoup plus large que cela. Il y a un nouvel espace quasi mondial de l'information qui font qu'il y a une chambre d'écho. On vit des tragédies pour le moment qui semblent se répéter de jour en jour, mais c'est comme si le théâtre du monde était devenu condensé de ce monde. Michel Serres était considéré cette révolution du point de vue politique avec toujours un certain optimisme, avec l'idée qu'en somme, finalement, ça allait permettre aux individus, à la société, à travers la communication, à travers les échanges, de se prendre en main et en quelque sorte de s'émanciper de la tutelle des États, des léviathans, dans lesquels il voyait toujours une menace parce qu'il pouvait se retourner contre les sociétés. Il avait vécu de guerres qui avaient mobilisé des sociétés, parfois pour des raisons impériales ou des raisons qui échappaient aux intérêts, une sorte d'emballement des États, de la logique des États. Et donc il voyait là une sorte d'émancipation des individus et des sociétés par rapport au Moloch étatique. Est-ce que vous êtes toujours très attentive à préserver à quelque chose qu'on croyait ringard, qui était l'état de droit? Est-ce que l'état de droit est menacé, selon vous, par la révolution numérique? En fait, oui, malgré tout. C'est-à-dire, alors encore une fois, pas forcément par la révolution numérique au sens fantasmatique du terme, mais par le fait que Internet est d'abord un lieu, c'est un dispositif économique, si vous voulez. C'est bien évidemment une philosophie, une volonté culturelle. On connaît tout l'héritage libertaire, etc., qui a fondé Internet, mais la réalité d'aujourd'hui, ce sont des multinationales, ce sont des plateformes, ce sont des grands groupes qui ont des chiffres d'affaires supérieurs parfois à des PIB de certains pays. Et on voit très bien comment, par ailleurs, ces lieux sont des lieux d'entrisme de tel ou tel, par ailleurs, État, etc., etc. Donc le rapport de force que nous connaissons dans le monde, il se rejoue X fois, 1000 fois au niveau d'Internet. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est que nous, citoyens, nous devrions être beaucoup plus capés numériquement parlant. Parce que, en fait, notre citoyenneté, elle est déjà quasiment une citoyenneté de verre. Alors, vous me direz que peut-être ça a toujours été le cas, mais plus ou moins, parce que de plus en plus, nous nous dessaisissons de quantité d'outils. Et en revanche, nous avons besoin d'un grand médiateur aujourd'hui pour mettre en place notre citoyenneté. Et ce médiateur, c'est ce qu'on va appeler Internet. Mais aucun d'entre nous ne travaillons chez nous, en tout cas très peu, à essayer de traduire numériquement nos droits et à produire un Internet citoyen, sous-entendu des plateformes citoyennes qui, le jour J où telle ou telle multinationale a envie de couper ou de ceci ou de cela, nous pouvions tout d'un coup nous déplacer avec cet outil. Ça, nous ne le faisons pas. Or, il faut le faire. Il faut le faire pour que demain, précisément, Internet reste un lieu de rapport de force possible pour les citoyens. Parce que sinon, non, la messe est dite et c'est une messe qui sera... voilà. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, encore une fois, c'est totalement possible. Il y a eu des premières tentatives avec tous ceux qui ont fait du hacking, entre guillemets, du hacking social, et tous ceux qui ont essayé justement de dire, ça va des Anonymous au Wikileaks, au ceci, au cela. Mais je pense qu'on est là aussi extrêmement naïf on a, si vous voulez, un seuil d'entrée dans la citoyenneté aujourd'hui qui est un seuil plus élevé, techniquement parlant, que par le passé. Et ça, il faut quand même nous aussi, on le comprenne et qu'on se saisisse de cette capacité-là.
Alors, merci beaucoup. Je suis content aussi que vous ayez fait part du fait que cette révolution, elle était... parce que Maurizio Ferraris aurait été ici, il nous aurait parlé de ce qu'il appelle la documentalité. Vous en avez beaucoup parlé, c'est-à-dire que pour lui, le téléphone portable en particulier est un outil total parce qu'il documente tout ce que nous faisons. Et d'après Maurizio Ferraris, la révolution numérique, c'est une révolution qui... il n'y a pas d'événement social qui n'ait besoin d'être documenté, c'est-à-dire que vous le mettez dans votre agenda, vous le notez, eh bien, le téléphone portable est aujourd'hui l'outil de notre documentalité, qui documente notre vie sociale. Et vous en avez touché, donc je suis content que dans les premières portes qu'on a ouvertes, les premiers horizons qu'on a dressés pour ouvrir ces 3 jours, eh bien, un des éléments qui lui tenait à cœur, vous en ayez parlé. Mais maintenant, place donc aux questions, avant les vôtres, aux questions de nos petits et grandes poussées. C'est à vous des questions, des réflexions sur ce qu'a dit Cynthia ou bien sur ce que vous avez lu d'elle par ailleurs, je crois, en travaillant dans vos classes de philosophie. Du coup, au cours de notre lecture, nous avons pu se poser plusieurs questions qui nous ont particulièrement touchés. Nous allons donc vous en poser 3 d'entre elles. Lecture de quelle lecture? La lecture Petite Poussette de Petite Poussette, très bien, oui. Donc d'abord, Michel Serres affirme que les IA et tout le numérique est une extension de notre intelligence. Donc nous pouvons nous demander si notre intelligence pourra en effet être remplacée par les IA, ou bien au contraire, est-ce son incarnation qui fait d'elle ce qu'il est? Et la numérisation du monde a-t-elle une influence sur notre vie psychique et émotionnelle? Merci. Il y a des choses auxquelles on a commencé déjà à répondre, mais à mon avis, il y aura des compléments sans doute. Oui, c'est surtout des inquiétudes qu'on a relevées en réfléchissant à tout ça. Personnellement, en tant qu'élève en HLP et aussi en art plastique... HLP, donc Humanité, Littérature, Philosophie. Littérature et Philosophie, oui. Et aussi en art plastique, une des questions qu'on s'est posées m'a particulièrement touchée, c'est de savoir si les intelligences artificielles qu'on a dès maintenant sont pour les artistes une opportunité de créer davantage, peut-être mieux, ou si au contraire c'est la pire menace qui arrive aujourd'hui avec les banques d'images qui sont volées aux artistes ou tout simplement de remplacer les artistes, oui. Alors moi, ma question, c'est est-ce que les IA, étant des programmes et non des personnes, est-ce qu'elles permettraient pas, enfin, on risquerait pas d'avoir une uniformisation du monde, puisque par exemple ChatGPT donne des réponses identiques, peu importe les personnes. Est-ce que donc il n'y a pas le risque que le monde se standardise? Alors, donc, standardisation... Attendez, excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai une question plutôt personnelle là qui m'intéresse. C'est est-ce que quand même vous trouvez des points positifs, mais sans chercher des points négatifs non plus, sur le fait que nous, Petites Poussettes, allons, sans aucun doute, sans vouloir être pessimiste, vous remplacer? Est-ce que vous avez des préjugés sur l'avenir qui va arriver après vous? Parce que malgré ce que vous êtes en train de dire sur l'utilisation des IA ou d'Internet, etc., vous êtes tous, je pense, et toutes des gens qui utilisent aussi le téléphone ou les moyens informatiques qui sont disponibles à l'heure actuelle pour créer vos informations, vous les stockez aussi là-dessus, et puis même l'utilisation en général pour faire passer vos messages, le fait de Michel Serres, etc. Est-ce que vraiment il n'y a que des points négatifs à retenir de ça? On était quand même un petit peu balancé, mais Cynthia, peut-être d'abord sur cette interpellation de dire, c'est vrai que on a essayé d'être balancé, mais le monde du numérique est un monde diversifié, ambivalent certainement, et on est tous partie prenante, on est dedans, c'est vrai. Alors, est-ce que je crains d'être remplacée par vous? Non, j'aimerais. Je crois que c'est bien là tout le... Donc non, que vous, jeunes gens, me remplaciez, mon Dieu, mais
quel bonheur. Et tout l'enjeu, c'est que, voilà, c'est que justement, il n'y ait pas que vous soyez dans la possibilité non seulement de nous remplacer, mais en plus de nous dépasser largement. Donc non, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à la fois d'essayer, même si elle est extrêmement complexe, hein, d'essayer de voir comment, sur tel et tel territoire d'apprentissage et de transformation de nos modes d'apprentissage, voilà, est-ce que c'est possible comme ça de savoir exactement, et j'en suis pas si sûre, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on désapprend quand on utilise l'IA de telle ou telle façon, comment demain, sans doute, il faut qu'on apprenne à... En fait, il n'y a pas d'évidence de l'utilisation de l'IA entre guillemets, ou des techniques numériques. On voit bien qu'on va de plus en plus comprendre que non, il y a des manières d'utiliser l'outil pour maintenir des régimes d'attention qualitatifs, comme il y a d'autres manières d'utiliser l'outil et qui, hélas, nous saturent, produisent des stimuli fatigants, nous polluent. Et c'est ça qui va être intéressant demain, c'est d'essayer à la fois d'humaniser l'outil, de le rendre, comme on disait, le plus inclusif possible, de le transformer, de faire en sorte qu'il ait de moins en moins en tout cas moins de biais, algorithmiques, etc., puisqu'on voit à quel point c'est toutes les questions de standardisation. Alors il s'avère qu'aujourd'hui, quand vous posez une question à ChatGPT, sincèrement, si ChatGPT en reste là, tout va bien. Hein, je crois que personne n'a peur. Hein, donc c'est pas. Mais bien sûr que c'est pas ça qui est en jeu. C'est ce qui on joue ici à X années devant nous. Et qui, qui bien évidemment, moi, ce qui va me poser problème, ou là où je vais être un peu plus, c'est les questions de monitoring, c'est les questions de protection des données personnelles, sachant que tout est données personnelles. Donc, si vous voulez, il n'y a pas des données plus sensibles que d'autres. Aujourd'hui, quasiment tout. Donc, c'est quand même une grande refonte de la définition de ce que c'est qu'une vie privée. Comment on fait quand même, malgré tout, pour protéger cela, etc. Donc, c'est des vraies questions qui sont celles de l'état de droit et de faire en sorte que cet outil soit le moins liberticide possible. Mais à part ça, bien évidemment qu'il y a quantité de points positifs dans l'utilisation des outils numériques. Est-ce que artistiquement ça développe? Vous allez avoir des artistes qui considèrent que oui, que ça développe des potentialités, d'autres qui effectivement aujourd'hui nous alerteront sur toute la problématique du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Voilà, de toute façon, comme dirait l'autre, nous sommes dedans. Donc, l'enjeu, c'est au contraire d'être, je crois, malgré tout, le plus critique possible, parce que je pense quand même que c'est en étant le plus critique possible qu'on arrivera à rendre cet outil le plus capacitaire possible pour l'ensemble des uns et des autres. Mais je ne pense pas, si vous voulez, que cet outil soit de manière évidente capacitaire. Ça, non, vraiment pas. Et c'est précisément... Vous voulez dire ChatGPT? Hein? Vous voulez dire chat en particulier? Oui, c'est-à-dire que, voilà, je pense que c'est précisément par notre travail, notre vigilance, notre volonté de produire des garde-fous, de la régulation, etc., qu'on produira un outil capacitaire et inclusif. Et certainement pas en s'appuyant sur un pseudo implicite de cet outil qui serait capacitaire et humaniste. Voilà, c'est juste ça. Sur l'uniformisation, c'est intéressant. C'est vrai que les requêtes qu'on fait, plus elles sont pauvres à chat, plus les réponses seront pauvres, mais plus les requêtes sont précises, plus la production... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tout dépend le temps d'utilisation de votre outil. Vous en faites la petite expérience directement. Vous voulez utiliser ChatGPT ou ne serait-ce que les premières pages de vos requêtes.
Quand vous faites un travail, par exemple, vous devez faire un essai. Bon, en gros, vous allez aller sur les 3x premières pages. Vous allez avoir une tendance plus ou moins à faire du copier-coller. Moins vous faites du copier-coller, moins vous uniformisez votre travail. Plus vous lisez des livres, plus vous rentrez dans du temps, de la production, de raisonnement, etc. Et plus vous allez avoir une production intellectuelle qui est personnelle, propre, singulière. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde nous invite, mais c'est à nous de résister, mais le monde nous invite par son accélération, par sa division des tâches, par son économie, etc., à produire très très rapidement. Et produire très très rapidement, oui, très souvent, c'est standardiser sa production. Donc, à nous de remettre du temps long, en tout cas du temps, pour justement redéployer une réflexion qui soit un tout petit peu plus singulière. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, de vous être prêtée à cet exercice. Merci. Merci à nos petits poussets et petites poussettes de vos questions. Vous avez encore des questions, non? Là, je sentais qu'il y avait encore une question. Oui. Mais c'était, est-ce que vous pensez que le nouveau monde numérique, c'est une fatalité? Enfin, est-ce que, je veux dire, les générations qui viennent après nous, elles vont être obligées, elles vont être embarquées par ce monde numérique, ou elles pourront le refuser? Je pense qu'il y aura les deux. Je pense qu'il y aura les deux parce qu'il y a toujours les deux. Je pense aussi, si vous voulez, on a deux grands méta-changements qui organisent notre monde d'aujourd'hui. Il y a ce méta-changement du numérique et puis il y en a un autre qu'on n'a pas nommé mais qu'on aurait pu nommer, et je crois que c'était peut-être la première session des rencontres de Michel Serres ici, autour du vivant, je ne sais plus, enfin autour de la nature. C'est-à-dire que, si vous voulez, la transition numérique, est-ce qu'elle est compatible ou pas avec le réchauffement climatique? Jusqu'où elle est compatible avec la question anthropocénique? C'est une vraie question. Donc de toute façon, à un moment donné, le coût écologique, le coût sur les ressources naturelles de cette transition numérique, on est déjà dedans, mais les générations futures, elles vont encore plus devoir arbitrer dans ce conflit des légitimités. C'est-à-dire qu'elles vont devoir se poser la question à un moment donné de dire, oui, qu'est-ce qu'on choisit de préserver parce que tel ou tel encore data, etc., monde numérique, sera fait aux dépens d'un monde habitable, humainement possible pour les individus. Donc de toute façon, rien n'est... C'est à la fois nous enclenchons des grands déterminismes et en même temps, non, c'est pas totalement irréversible, surtout sur cette question des ressources naturelles. C'est-à-dire que malgré tout, il y a ce qu'on appelle des limites planétaires et il faut demain organiser un monde qui, a priori, s'il devient intégralement un métaverse, ne sera pas compatible avec les limites planétaires. Mais une fois qu'on a posé cela, bien évidemment que nous avons toujours, nous, espèces humaines, fonctionné avec une technique. Et c'était Gilbert Ontoy qui avait une jolie formule et qui parlait d'anthropotechnique. Voilà, nos anthropologies sont des anthropotechniques. Et la technique, elle s'incorpore à nous, on fait avec. Et de plus en plus, on fera avec. Je vous donne juste un exemple, mais on utilise de plus en plus la réalité virtuelle dans le contexte thérapeutique, donc où on utilise notamment pour soigner des pathologies, des problèmes et la réalité virtuelle. Je vois aujourd'hui un univers se déployer avec perplexité, qui est je vais le dire comme ça, l'économie du deuil. Bon. Vous avez alors des cultures qui sont plus friandes de ça, je pense notamment aux Japonais qui ont développé un outil où, quand vous perdez un enfant, quand vous perdez quelqu'un, cet outil, cette IA générative, avec un certain type d'image, produit
dans une réalité virtuelle la continuation de cet être que vous avez perdu. Donc vous perdez un enfant qui avait 2 ans, 5 ans, et vous pouvez dans la réalité virtuelle le rencontrer. Et il grandit, et voilà, on vous propose cela. Bon. Et on voit demain que, bien évidemment, ce qui constitue notre rapport à ceux qui ne sont plus, oui, va être modifié. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas que c'est modifié, si vous voulez, bien sans doute. Mais ça veut dire malgré tout que nous entrons dans un monde où peut-être dans 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, peut-être avant, oui, la possibilité de se dire, bah, tiens, j'ai eu une relation avec un parent, et puis je continue d'avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, un certain type d'interaction avec l'avatar de ce parent, ça sera techniquement possible. Donc qu'est-ce que ça raconte de notre sociabilité? Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Nous avons tous dialogué les uns et les autres dans notre tête avec les morts, toujours. Mais c'est une chose de dialoguer dans sa tête, c'en est une autre de pouvoir organiser quelque chose qui malgré tout est partageable. Voilà, on se positionne différemment, est alimenté par une IA, etc., etc., etc. Donc tout ça pour dire que malgré tout, moi j'ai toujours pensé que les révolutions du symbolique n'étaient pas closes et que donc demain, peut-être que dans notre parentèle, on considérera que avoir un lien avec l'avatar de quelqu'un qu'on a aimé, ça raconte quelque chose de sa relation. Et peut-être pas. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que à la fois je vous dirais que non, ce n'est pas irréversible, mais en même temps, bien évidemment, que ça nous modifie et que ça enclenche des irréversibilités au sens où ça nous constituera demain dans nos identités et dans nos psychés. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Je crois qu'on a dépassé le temps pour des questions, c'est ça? Je demande, Houston, est-ce qu'on a le droit à des questions ou pas? On a le droit à quelques questions. Donc, merci. Je l'avais annoncé, donc on reste. Je vais pas vous tourner. On va pas vous tourner Kazakh. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Je vous demanderai d'être bref parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Oui. Oui, alors, c'est comme toujours, c'est-à-dire que oui, je pense que certains d'entre nous, et peut-être les plus nombreux, deviendront très, 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 très dépendants. Je ne vais pas dire esclaves, mais terriblement dépendants d'un certain type d'usage de l'outil. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. Nous sommes démunis très très rapidement quand on nous enlève tel ou tel outil. Et puis, malgré tout, je vais faire une réponse à la Lacan, c'est-à-dire que le réel s'impose parfois de nouveau et nous oblige à restaurer un certain type de compétences que nous avions laissées de côté, certains usages de la main, que sais-je, et demain, c'est ce qui se passera. Donc je ne suis pas, si vous voulez, inquiète sur le fait que ça existera toujours la possibilité pour certains d'entre nous, non pas d'être dépendants, mais d'être au contraire ceux qui organisent et configurent cet outil. La question en revanche, oui, la masse sera a priori assez dépendante, oui. Une autre question?
Parce que c'est inévitable, oui, hélas. Monsieur, oui. Direct. Un tiers-lieu du Lot-et-Garonne, bien connu, a compilé une centaine d'interviews sur comment on vit dans le Lot-et-Garonne, les intérêts, etc., très large, et a confié ça à l'intelligence artificielle pour en tirer une sorte d'image, même d'enseignement sur la sociologie, etc. Donc là, c'est une question à vous, psychanalyste. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait de cette façon-là faire sortir des choses à main pensée à partir de cette compilation? Alors après, c'est toutes les histoires. Alors là, pour le coup, de méthodologie. Bon, de savoir, il faudra un tout petit peu faire le point sur cette méthodologie pour voir un peu les biais, la qualité, je dirais, de la data et de l'outil qui analyse cette data. Parce que malgré tout, je pense qu'il faut un peu vérifier. Sinon, pourquoi pas, hein, voilà. Et c'est clair que demain, tous les sociologues vont travailler de toute façon avec des outils, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les revues de littérature, parce que c'est quasiment un peu la même chose, c'est-à-dire on va avoir de plus en plus un usage des entretiens qualitatifs et autres différents, et on va utiliser l'IA. Donc il faudra faire juste attention, parce que malgré tout, le niveau de configuration aujourd'hui de l'outil et de la justesse de la méthodologie, il est quand même assez pauvre. Enfin, il est pas encore extraordinairement fin. Mais bon, je pense que pour l'exercice au sens ludique du terme, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit extraordinairement pertinent encore une fois aujourd'hui, parce que pour connaître les méthodos qui sont utilisés pour faire de la méta-analyse aujourd'hui à partir des discours, c'est assez faible encore. Hein. Et une analyse avec une IA envisageable ? Ah, mais alors, si vous voulez, là ça va être très clair. Vous savez, quand l'IA a commencé, les psychiatres faisaient partie de ceux qui, les psychiatres, les psychanalystes, enfin les psychiatres notamment, faisaient partie de ceux qui vraiment riaient, gorge déployée, sur les prérogatives de l'IA à produire un diagnostic psychique. Et en disant, cette affaire-là, vraiment, allez, on vous regarde. Bon, on ne les regarde plus, si vous voulez. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez des outils qui, effectivement, en démultipliant X marqueurs, ça va de par exemple, un patient qui aujourd'hui, vous avez un outil, une application qui s'appelle Simsei, et cette application, elle produit du diagnostic psychiatrique, et notamment, elle produit non seulement du diagnostic, mais aussi, entre guillemets, un pronostic de récidive possible, de tentatives suicidaires, etc., etc. Et aujourd'hui, on a des résultats sensiblement bon sur déjà des diagnostics, et vous avez donc une personne qui vient verbaliser avec une IA. Je dis bien avec une IA. Cette IA peut revêtir l'apparence d'une personne ou rester hors personne, hein, vous le voyez, donc certains choisissent une personne, femme, homme, peut changer la voix, etc. Bon, voilà. Et puis on vient capter la manière dont vous débitez votre discours, les yeux qui bougent, la respiration, tout est entre guillemets analysé. Il y a 60 marqueurs, et puis bien évidemment il y a aussi une analyse sémiologique, donc, etc. Et tout ça produit un diagnostic. Et ce diagnostic est considéré comme tout à fait opérationnel par les professionnels eux-mêmes. Donc voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que en dernière instance, c'est toujours l'humain qui produit la qualité attentionnelle avec l'outil. Donc, tant que l'humain, à un moment donné, considère qu'avec l'outil va sortir de là un régime qualitatif, cet outil il sera opérationnel. Donc, et vous avez aujourd'hui quantité de... Alors pour le coup, parce que moi j'ai une clinique faible sur les adolescents, etc., mais quand même quelques-uns. Vous avez beaucoup d'adolescents, pour X raisons, je ne sais pas si... qui aiment bien utiliser l'IA
dans leur cure analytique, en tout cas ceux qui savent que c'est possible, parce qu'ils trouvent que c'est moins stigmatisant, par exemple. C'est une des données qui remonte en disant moi je trouve que c'est moins stigmatisant d'aller voir, d'interagir avec une IA que plutôt d'aller voir un psychiatre, un psychanalyste, une personne humaine. Moi je suis plus tranquille avec ça. Et puis éventuellement j'irai ou pas voir quelqu'un. Mais donc vous voyez que tout ce qui, voilà, on a plusieurs manières demain de faire vivre l'analyse. Et oui, aujourd'hui, l'IA est tout à fait utilisée grandement dans la cure analytique. Eh bien, merci sur cette perspective vertigineuse. Merci de votre attention. On va continuer. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Oui, vous pouvez l'applaudir.